C'est tout vrai. D'accord, exactement. Alors, la question qui se pose, pourquoi nous avons besoin en capitaux pour financer la transition vers une société écologiquement rationnelle, sobre en émissions et résiliente au climat? On a besoin de, je dirais, de ces financements parce que les montants sont conséquents. Parce que, en l'absence d'une réduction notable des émissions mondiales de gaz à effet de serre, on aura une évolution de, je dirais, de 2 degrés, de 3 degrés, de 4 degrés, je dirais, de la température. Ce qui aura comme impact significatif. Donc, s'il n'y a pas d'investissement conséquent et adapté pour réduire tout ce qui concerne réduire la température, donc nous aurons à être engagés irrémédiablement dans des transformations climatiques irréversibles. Donc ça, c'est le cas. Donc là, on aura à vivre des choses qui sont climatiques irréversibles. Et ce qui a été dit dans la vidéo, c'est que pratiquement, et même Stern, c'est l'économiste, je dirais, qui en 2007, il a fait un bouquin sur l'économie du changement climatique, d'ailleurs même le groupement intergouvernemental d'évaluation du climat, il s'inspire des travaux de Stern. Il a parlé ce que si le montant d'investissement, si il est de 100 pour pouvoir remédier au changement climatique, alors le gain sera 10 fois plus. Donc, vous voyez un petit peu le coefficient. Si on investit, par exemple, 10 pour réduire les gaz à effet de serre, pour investir dans des industries sobres en climat, ça nous permet d'éviter 100% d'investissement lorsqu'il y a survenance d'ouragans, d'inondations, etc. Donc là, c'est très important. Donc, on a besoin de capitaux pour pouvoir être dans une transformation, je dirais, qui permette de remédier à l'augmentation de température. Donc, ça veut dire quoi? Que la réduction des émissions à l'échelle mondiale de 50%, il existe des changements révolutionnaires des modes de production et de consommation dans tous les secteurs économiques. Donc, nous avons besoin, maintenant, nous avons besoin, et ça c'est systématique, je dirais, une révolution dans le modèle de production et de consommation que nous avons actuellement. Par exemple, je prends le cas d'El Maghreb, c'est vrai, on parle du plastique, ma génération, on utilisait énormément du plastique, des sachets de plastique. Maintenant, les choses ont réduit par rapport à ce qu'on a vécu. C'est très important. Là, pour moi, j'étais dans les années 70, donc la seule qu'on portait, c'est des sachets. Maintenant, c'est très rare. Donc là, réellement, ça, c'est une transformation révolutionnaire du type de consommation. Et on a besoin de ce type de changement révolutionnaire pour être dans une optique, je dirais, d'économie sobre en carbone. Et une telle transformation exigera une réorientation majeure des investissements publics et privés axés sur des technologies, sur des techniques qui sont plus durables et plus respectueuses du climat. Donc l'objectif, c'est qu'on a besoin, les capitaux, c'est très important actuellement, pour développer des industries, pour développer des techniques qui sont plus durables et plus respectueuses du climat. Alors, je vais vous donner ça par rapport aux besoins. Alors, je vais vous donner une estimation. Par exemple, le besoin au sens large de la définition pour rester au-delà de la barre de 2 degrés, on parle de 490 à 910 milliards de dollars par an, selon l'Agence internationale de l'énergie. Selon Climate Policy Center, l'estimation des investissements actuels, c'est à 359 milliards de dollars. Donc, il y a un déficit très important de financement. La Convention cadre des Nations Unies, il parle que les pays développés seront engagés, donc ça, c'est des financements publics, engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, c'est-à-dire à partir de cette année. Donc, vous voyez que même par rapport au montant dont on a besoin et par rapport aux montants qui sont engagés, il y a ce déficit. Donc, on a besoin de capitaux à court, moyen et long terme. On a besoin de capitaux parce que les technologies évoluent. Les technologies évoluent énormément. Et on a besoin d'investissement, on a besoin de recherche et développement. Je vous ai donné un exemple. Par exemple, quels sont les besoins, quelles sont les évolutions de besoins de financement par secteur. D'accord? Par exemple, le cas du transport. Alors, j'ai pris ici quelles sont les principaux technologies les principales technologies et pratiques qui sont disponibles actuellement, sachant que pas tous les pays qui sont ces technologies. Et j'ai principales technologies qui évoluent et qui peuvent être commercialisées d'ici 2030.
Maintenant, véhicules économes ou carburant, véhicules hybrides, véhicules diesel propres, biocarburants, changement modèle de transport, c'est-à-dire une certaine interconnexion entre les centres, je dirais, Rita, de stockage. Rita, D'accord. Rita, viens ma chérie, viens. Yann. Très bien. Donc, on a besoin des technologies actuelles, c'est-à-dire certaines internationales par rapport à ces technologies qui sont pratiquées et qui existent actuellement. Mais aussi, on a besoin de, je dirais, on a besoin de tout ce qui concerne des technologies d'atténuation dont la commercialisation est prévue en 2030. Le biocombustible de deuxième génération, l'aéronef plus économe en carburant, véhicules hybrides électriques évolués dotés de batteries plus puissantes et plus fiables. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire investir sur des batteries en recherche et développement, un investissement, des batteries qui va donner plus d'économie, plus, je dirais, d'autonomie des voitures électriques. Ça, c'est pour le transport. Pour tout ce qui est énergétique, donc j'ai besoin de l'amélioration de l'efficacité de l'approvisionnement de la distribution, le changement radical du charbon au gaz, la chaleur d'énergie renouvelable, donc toutes sortes d'énergie renouvelable, solaire, éolienne, géothermique, biomasse, hydroélectrique, chaleur et énergie combinée, et puis tout ce qui concerne les nouvelles recherches en termes d'application et la capture du stockage du carbone. Ce qui sera en 2030, la biomasse, l'énergie nucléaire avancée, l'énergie renouvelable avancée, notamment énergie marémotrice et énergie de vagues, l'énergie solaire concentrée. Donc, vous voyez, c'est de nouvelles, c'est des choses qui sont innovantes, c'est des choses qui sont nouvelles, et on a besoin d'investir sur des choses parce qu'ils présentent une certaine efficacité, une certaine efficience en matière d'émissions de gaz à effet de serre. En termes de bâtiments, tout ça, je parle sur les options d'atténuation, c'est-à-dire les changements des technologies qui vont évoluer par secteur. Donc là, je suis en train de parler du bâtiment. Alors pour le bâtiment, l'éclairage efficace et lumière du jour, dispositifs électriques, chauffage et climatique plus efficaces, fluidité et de substitution, récupération, recyclage des gaz. Ce qui va être développé, ce qu'on appelle la conception intégrée des bâtiments commerciaux comprenant des technologies telles que des compteurs intelligents fournissant des informations et autorisant une maîtrise de la consommation, les PV solaires qui présentent une certaine capacité de condensation, une certaine capacité pour pouvoir être très efficace, très efficient en matière de production de l'énergie pour les bâtiments. Un troisième secteur, c'est tout ce qui concerne la gestion des déchets. Alors, la gestion des déchets, c'est la récupération des méthanes des décharges, incinération des déchets avec récupération d'énergie, compostage des déchets organiques, traitement contrôlé des eaux usées, recyclage et réduction des déchets à la source. Alors, déjà ça, par exemple, pour le Maroc, on parle qu'on va acheter, je crois, jusqu'à des incinérateurs pour une capacité de 20 000 tonnes. Donc, même le Maroc, donc, on essaie de mettre à jour par rapport à ces technologies qui sont actuellement disponibles. Ce qui va être en 2030, c'est ce qu'on appelle les biofiltres, les biorecouvrements, pour pouvoir augmenter, optimiser l'oxydation de méthane. Alors là, on en a terminé avec les technologies d'atténuation. On va aller vers les technologies dont on a besoin pour une meilleure adaptation. Et là, lorsqu'on parle d'adaptation, il y a quatre phénomènes naturels auxquels cas on doit s'adapter. On doit s'adapter par rapport à la sécheresse, on doit s'adapter par rapport on doit s'adapter par rapport aux vagues de chaleur, et on doit s'adapter par rapport à la vitesse des tempêtes de vent. Ce sont les principaux aspects sur lesquels nous devons, s'adapter. Ici, par culture, par secteur. Par exemple, tout ce qui est culture et foresterie, par rapport à la sécheresse, développement de nouvelles variétés résistantes à la sécheresse, culture intercalaire, rétention des résidus de culture, gestion des mauvaises herbes parce que ça augmente avec la température, irrigation et culture hydroponique dans la mesure où il y a une certaine pression sur l'eau, récupération de l'eau, ce qui permet de s'adapter par rapport à la sécheresse pour tout ce qui concerne l'agriculture et la foresterie. En matière d'inondation, c'est tout ce qu'on appelle des barrages, des pôles de drainage qui sont améliorés. Il y a un développement et une promotion des cultures de substitution
qui s'adaptent à tout ce qui concerne les crues d'inondation. Les vagues de chaleur, développement de nouvelles cultures et de nouvelles variétés qui sont résistantes à la chaleur, parce que comme on va vivre ce qu'on appelle des fluctuations de température. Et là, par exemple, l'année dernière, on a vu, par exemple, dans quelques régions du Maroc, la température qui a augmenté jusqu'à 50 degrés. Donc, du coup, on a besoin de semences, de variétés qui peuvent s'adapter à cette variabilité de température. Modification du calendrier des cultures pour s'adapter et lutte contre nuisibles et surveillance des cultures. Donc, il dit la modification calendrier des cultures, c'est-à-dire c'est de la recherche de la génétique sur des variétés qui présentent cette faculté de se développer dans d'autres saisons autres que les saisons naturelles. La vitesse du vent, c'est le développement de nouvelles variétés plus résistantes au vent. Par exemple, je prends le cas de la vanille. Je prends un autre secteur, c'est les ressources en eau. Ah oui, donc l'agriculture, c'est pour éviter la malnutrition, assurer l'eau, c'est aussi un aspect fondamental. C'est pour la sécheresse, c'est la gestion de la demande de l'eau à travers le développement, je dirais, des ouvrages hydrauliques, des barrages, la conservation de l'humidité des sols, des techniques pour faire une meilleure conservation de l'humidité des sols, la conservation de l'eau souterraine, au lieu qu'ils puissent s'échapper à travers des techniques, je dirais, de développement pour minimiser l'infiltration des eaux. Tout ce qui concerne les inondations, renforcement des mesures de protection naturelle et prévision des annonces de crues. Généralement, là, il y a énormément d'investissements sur tout ce qui concerne les technologies de météorologie. Étant donné, on va vivre des tsunamis, là, on va vivre des fluctuations de température, donc on a besoin des techniques de météorologie qui puissent prédire, gérer des inondations qui peuvent se dérouler actuellement, on a, je dirais, 15 jours, 20 jours, mais on a besoin de gérer des systèmes avec des data science qui sont assez développés, qui peuvent nous donner des projections sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, ce qui va nous permettre, je dirais, de disposer des mesures d'adaptation au lieu de subir, je dirais, les crues. Et vous avez des exemples qui sont été très fatidiques pour certains pays. Les vagues de chaleur, la gestion de la demande de l'eau par comptage et tarification, c'est-à-dire être dans une meilleure rationalité de l'eau. Éducation à l'utilisation durable de l'eau, c'est les actions de sensibilisation, de formation et d'information en matière de ressources en eau. La conception, et le dernier point, la conception et la mise en place de dispositions de protection du littoral pour éviter la contamination de systèmes d'approvisionnement en eau. Donc, il y a énormément de contamination qui peuvent se faire. Donc là, j'ai besoin de mettre en plus, je dirais, des dispositifs de barrage, de protection au niveau littoral. Très bien. Donc, à retenir au niveau, lorsqu'on parle de besoin de financement. On a besoin de financement parce que les montants sont conséquents. Lorsqu'on a parlé de besoin de financement, tous les secteurs sont concernés. Lorsqu'on a besoin de financement, c'est que ça touche des mesures d'atténuation et des mesures d'adaptation. Lorsqu'on a parlé de besoin de financement, parce qu'il y a une évolution, je dirais, des technologies. Donc, du coup, j'ai besoin de financement actuel pour une certaine mise à niveau de l'ensemble des pays par rapport aux technologies qui existent actuellement sobres en carbone, et j'ai besoin de financement pour pouvoir accompagner l'évolution, je dirais, l'évolution technologique pour être encore plus dans une économie sobre en carbone, décarbonisée. Donc, vous voyez l'importance des financements climatiques. Les financements climatiques, c'est qu'ils puissent répondre à un objectif court, moyen et long terme. Alors, si vous permettez, on va passer à une autre vidéo. Il y a qu'à Saad Ftah. Oui, تفضل سعد. Donc, juste après la vidéo, on va donner la parole aux participants, Oui. s'ils ont des questions, s'ils ont des... D'accord, c'est Adil? Oui, d'accord. Voilà. Dans 50 ans, nous serons tous Il a une voix assez
ça va vous permettre de nous réveiller un petit peu. C'est visible à Sam Ftah? Oui, Dans 50 ans, nous serons toastés, rôtis et grillés. C'est le diagnostic de la Très chef bien. étoilée du Christine Lagarde sur l'état de cuisson de notre chère planète soumise au changement climatique. Au vu de notre modèle économique actuel, nous finançons une économie qui poussera la température 4 degrés au-dessus de celle de l'ère pré-industrielle d'ici la fin du siècle. 2 degrés de plus que l'objectif fixé par l'accord de Paris sur le climat de 2015 lors de la fameuse COP21. Un petit cran sur le thermomètre, mais un grand pas vers la catastrophe. Rongeant les pôles et multipliant les ouragans, ce nouveau régime climatique fait désormais souffler un vent de panique sur l'économie trop carbonée qu'il favorise. Avec 4 fois plus de catastrophes naturelles en 2016 qu'en 1970 et un coût des sinistres multiplié par 5 depuis 2001, un monde en surchauffe pourrait devenir impossible à assurer. La transition bas carbone fait aussi transpirer les investisseurs. Car pour espérer rester sous les 2 degrés d'augmentation des températures, il faudrait laisser sous terre un tiers des réserves de pétrole, la moitié du gaz et plus de 80% des réserves de charbon, et enterrer avec les profits records des industries extractives. Selon HSBC, 40 à 60% de la valeur boursière des entreprises pétrolières est vouée à partir en fumée. Mais l'économie verte attend d'être financée. Selon l'OCDE, il suffirait de rallonger de 10% les investissements du secteur des infrastructures d'ici 2030 pour les rendre climato-compatibles. À l'échelle des 17 000 milliards de dollars d'investissements mondiaux, les besoins de financement pour le climat sont évalués à quelques milliers de milliards. Ce n'est pas l'argent qui manque, il faut surtout lui montrer le bon chemin à suivre. Pour ouvrir la route, des acteurs des marchés s'emploient à user de leur super pouvoir d'actionnaire. Certains ont ainsi réussi à mettre à l'agenda des entreprises les plus polluantes l'objectif de 2 degrés de l'accord de Paris. En mai 2017, les actionnaires du géant pétrolier Exxon ont défié ses dirigeants en assemblée générale en votant à 62% pour une stratégie climatique plus transparente. Et quand ils s'allient, leurs décisions peuvent déplacer des montagnes. Si les sociétés ne jouent pas le jeu, les actionnaires peuvent toujours retirer leurs billes. Le désinvestissement consiste à couper les vivres aux industries les plus émettrices de gaz à effet de serre en sortant de leur capital. 15 assureurs mondiaux ont ainsi repris 20 milliards de dollars placés dans le charbon. En 2017, BNP Paribas a annoncé qu'elle cesserait de financer l'exploitation des gaz de schiste et des sables bitumineux, pipeline compris, et fini les projets d'extraction d'énergie fossile en Arctique. Le fonds souverain norvégien, biberonné au pétrole, prévoit quant à lui un sevrage boursier. En se retirant du gaz et du pétrole, il priverait l'économie carbonée de 31 milliards d'euros. Mais une fois cet argent en poche, que faire ? Misez tout sur le vert. Avec les Green Bonds, vous pouvez par exemple financer les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique ou les infrastructures sur tous les continents. France, Chine, États-Unis, Nigeria, Brésil. En 2017, les émissions de ces obligations se chiffrent déjà à 130 milliards de dollars. Guidé dans ces nouvelles terres financières par les balises posées par de super experts comme la TCFD, le groupe de travail du G20, investisseurs et